Des fouilles près des pyramides. Les archéologues essayent eux aussi de trouver des réponses à l'inexpliqué. Une réponse qui se trouve peut-être dans un couloir souterrain encore inexploré. Une réponse par exemple au phénomène physique exceptionnel observé à l'intérieur des pyramides. Une image de synthèse montre l'orientation des pyramides de Gizeh. Chacune de leurs faces correspond à l'un des points cardinaux. La majorité des expériences scientifiques sont effectuées avec la pyramide de Khéops, la plus haute et la plus ancienne du site de Gizeh. Voici l'intérieur de la pyramide avec ses galeries et ses chambres. Une coupe longitudinale de la grande galerie s'ouvrant sur la chambre du roi. Les blocs formant le plafond et les parois latérales sont encastrés les uns dans les autres pour résister à la poussée. Une construction d'une parfaite maîtrise technique. Sous Napoléon déjà, les savants français avaient tenté de mesurer cet ouvrage monumental. Ces derniers temps, ce sont surtout les Américains qui effectuent des recherches sur la pyramide. The sponsor of this research is the Mankind Research Foundation. La Mankind Research Foundation, une organisation qui s'occupe de sciences paranormales, finance nos expérimentations. Nous étudions les nouveaux domaines scientifiques en vue d'améliorer les conditions de vie de l'homme. Nous avons choisi de poursuivre nos expériences à partir de la forme de la pyramide de Khéops. Notre maquette est construite à l'échelle. Avec l'expérience de la viande, nous concentrons notre étude sur la chambre du roi. Il semble en effet que des forces particulières s'y exercent. Nous voulons étayer soigneusement ces présomptions. On coupe en deux un morceau de viande. On en place une moitié à hauteur de la chambre du roi. La seconde est posée sur le sol de la pyramide. Avec une boussole, on oriente la première pyramide vers l'est. C'est la condition sine qua non de l'expérience. L'autre est orienté dans la direction opposée. Grâce à un enregistrement accéléré d'une période de 20 jours, on constate que la viande posée sur le sol de la pyramide pourrit. L'autre moitié, à hauteur de la chambre du roi, sèche, se momifie. Apparemment, des formes d'énergie encore inconnues se concentrent à ce niveau de la pyramide. La réflexion à l'intérieur de la chambre détruit les bactéries responsables de la pourriture, ainsi que celles qui provoquent une moisissure. Cela ne marche que si l'espace réfléchissant est construit avec des matériaux non conducteurs d'électricité, comme la pierre, le verre, le papier, le bois ou le plastique. Les métaux subissent eux aussi des mutations à l'intérieur de la pyramide, sans la moindre action mécanique extérieure, suivant l'expérience dirigée par le professeur Eichmeyer de l'Université technique de Munich. On coupe une lame de rasoir en deux. L'une des moitiés est mise sous scellé chez le professeur Eichmeyer. L'autre est posée à la hauteur de la chambre du roi. Elle y reste 8 jours. À l'aide d'un microscope électronique à balayage, nous examinons les deux moitiés de la lame. Pour pouvoir prendre la photo, le faisceau électrique balaie lentement les spécimens de façon à obtenir une épreuve nette d'interférence.
L'examen des deux photos montre des différences sur la largeur de la tranche ainsi qu'à la surface de la lame. Sur l'une des moitiés, on voit des stries, des rainures parallèles les unes aux autres, alors que sur l'autre moitié, les stries se coupent sans disposition régulière. Une vue grossie des deux moitiés montre une nette différence de la tranche des lames. Cette tranche mesure environ 4 micromètres, c'est-à-dire 4 millionièmes de mètre. La flèche indique la coupe de la lame placée dans la pyramide. On distingue clairement l'altération subie par le métal par rapport à l'autre moitié de la lame. Cette expérience permet de constater que l'orientation nord-sud de la lame et la réflexion d'énergie dans la pyramide créent une résonance qui transforme la structure moléculaire de cette lame. Il est vraisemblable que la combinaison du champ magnétique terrestre avec la forme particulière de la pyramide de Khéops et avec l'orientation nord-sud empêche la fuite d'énergie vers les surfaces latérales. Le graphique montre que les courants d'énergie sont réfléchis dans l'espace. C'est cette réflexion qui altère les matériaux et qui agit apparemment aussi sur l'être humain. Le chercheur et spécialiste des pyramides George Reisner en fut victime. En 1942, il s'effondre dans la pyramide de Khéops et meurt sans avoir repris connaissance. Un séjour dans la pyramide n'est donc pas sans danger. C'est sûrement pour cette raison que les services secrets soviétiques à Moscou envoyèrent un télégramme à Nikita Khrouchtchev, alors en visite en Égypte, lui interdisant de pénétrer à l'intérieur des pyramides. Khrouchtchev obéit et ne visita que les temples. Spéculation, théorie ou peur de l'inconnu? Aujourd'hui, une seule chose est certaine. Dans la chambre du roi, avec le sarcophage comme centre énergétique, il y a une concentration des forces qu'on a pu encore définir en dépit du développement de nos connaissances technologiques. Par comparaison, le savoir des anciens Égyptiens devait être incommensurable. En septembre 2002, notre équipe de l'Institut Géopolymère coula une imitation des blocs massifs de pierre de pyramide. Ou plutôt nous devrions dire des blocs authentiques de pyramide. Nous avons utilisé les mêmes ingrédients géologiques que les anciens Égyptiens 4500 ans auparavant. Ces blocs massifs ont la même composition chimique et apparence que les blocs des grandes pyramides. Le calcaire utilisé contient des coquillages fossiles appelés neumulites, qui est identique à celui trouvé en Égypte. Comme à Gizeh, notre calcaire français est si désagrégé qu'il est inutile de le broyer. À la différence de celui de Gizeh, il ne contient pas d'argile kaolin. Le tas de calcaire délité est présenté avec les réactifs chimiques, chaux, natron et argile kaolin. L'ensemble va réagir dans le bassin pour produire la soude, qui va ensuite produire in situ, dans la pierre, la colle géologique dont nous avons besoin. On commence à faire le ciment en mélangeant le carbonate de soude, le natron égyptien, et la chaux dans 500 litres d'eau. On ajoute ensuite le kaolin, déjà inclus dans le calcaire de Gizeh, et on mélange avec un outil en bois. On plonge 1 tonne de gravats de calcaire dans le bassin et on le mélange avec le ciment. Quelques jours plus tard, l'eau s'est évaporée du bassin, il faut sortir le calcaire désagrégé pour faire le bloc. Examinons le mélange. 95% d'agrégat calcaire et seulement 5% de colle géologique. Entre 12 et 17% d'eau lui donne la consistance de sable humide. On presse le mélange dans la main et il garde sa forme. Le mélange pourra durcir. Nous faisons tout à la main, formant une chaîne avec des seaux, de la zone de mélange jusqu'au moule.
On verse le mélange de béton calcaire dans le moule et on le tasse avec un outil appelé une dame. Tasser le matériau demande peu d'efforts. Le compactage donne de la cohésion et le mélange donnera une grande dureté pendant la phase du début de prise. Avec une météo chaude et belle, notre équipe produit rapidement un calcaire réaggloméré dur et dense, respectant la taille et la forme souhaitée. Le moule est fait avec de petites planches de bois, qui seront réutilisées plusieurs fois pour faire d'autres blocs. Avec cette météo idéale, le procédé s'applique facilement. Il est si simple. 4 heures plus tard, nous démoulons. Le calcaire synthétique ressemble à une pierre naturelle. Nous n'observons aucune trace d'empreinte du bois. Joseph Davidovits présente les 4 premiers blocs déjà réalisés. Les 2 gros blocs pesant jusqu'à 4,5 tonnes, plus humides, ont donné un fini lisse. Les 2 petits blocs pesant jusqu'à 1,3 tonnes, les moins humides, ont donné un fini plus rugueux. Celle-ci, son aspect correspond à un calcaire que l'on retrouve sur les sites des pyramides et qui a l'aspect d'un matériau taillé grossièrement. De même que cette pierre, c'est un faciès que l'on retrouve très fréquemment sur les gros blocs. Les joints entre les blocs sont aussi parfaits. Dans 3 mois, avec le climat du nord de la France, les pierres auront pleinement durci. Dans 4000 ans, les futurs archéologues proclameront-ils que ces imitations de pierres de pyramide sont du calcaire naturel ? Oui, tout à fait. C'est pas à l'intérieur de la pyramide, c'est à l'intérieur des tunnels de Ravenay. En fait, lorsqu'on pénètre à l'intérieur de ces tunnels, il faut savoir que les tunnels de Ravenay couvrent une surface d'à peu près 6 km². Il y a environ 12 km de long de couloirs qui sont diversifiés, ramifiés, dont une très grande partie sont encore ensevelis. Une chose qui est quand même intrigante, c'est que ces tunnels ont été creusés dans une matière particulière. Enfin, le revêtement dans lequel ça a été creusé, c'est un conglomérat de pierres ayant des particularités piézoélectriques. En même temps, la terre qui a bouché ces tunnels est une terre qui vient de l'extérieur et qui n'a rien à voir avec le revêtement dans lequel les tunnels ont été creusés et qui a été d'ailleurs particulièrement et minutieusement rebouché avec de la terre très fine compactée et à chaque fin de tunnel des murs de pierre sèche avant de continuer d'ensevelir, de telle manière d'en interdire absolument l'accès. Donc on ne sait pas. On a parlé avec Semir de 4 civilisations possibles. On pense que la première a créé les pyramides et les tunnels, etc. Et la deuxième s'est acharnée à détruire le travail de la première. Pour quelle raison, on n'en sait strictement rien. On sait simplement que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la théorie qui nous paraît la plus probable. Quant aux 2 autres, ces civilisations-là sont trop récentes, rapport toujours au radiocarbone, pour avoir pu avoir une implication quelconque dans l'histoire de ces monuments. Donc, les tunnels Ravenay contiennent un certain nombre de mégalithes, dont on ne s'explique pas d'ailleurs la présence à l'intérieur, et plus l'on s'enfonce à l'intérieur de ces tunnels, plus la taille des mégalithes que l'on rencontre prennent des proportions absolument titanesques. Le dernier, le K5, qui a été trouvé le lendemain de notre départ d'expédition, doit peser entre les 12 et 14 tonnes. Et la taille est telle qu'on se demande comment ils ont pu le glisser à l'intérieur. Voilà. Maintenant, toujours est-il qu'il est là, quoi. Donc le K2, c'est un des premiers monolithes que l'on rencontre lorsqu'on s'enfonce à l'intérieur de l'entrée. Il a une particularité étonnante, c'est qu'il a l'air d'être en fait un monolithe creux,
assemblé et soudé par une sorte de ciment, mais clairement pas un ciment actuel, quelque chose de très ancien quand même. Et au dire de l'équipe de la Fondation pour les pyramides de Bosnie, il y aurait une sphère ovaloïde à l'intérieur, en suspension, entre le couvercle et le sarcophage, et qui aurait des propriétés particulières. Donc j'ai proposé d'ailleurs à Semir Osmanagic pour avril 2014, à l'occasion de l'EPR2, de radiographier le K2 pour localiser très précisément cette sphère, de percer le sarcophage et de vérifier, de filmer avec une caméra fibroscopique le fameux objet, puisqu'apparemment, aux radiographies que je n'ai pas vues pour l'instant, il semblerait que l'objet soit parfaitement fini, sans aucune aspérité. Par contre, une chose que j'ai pu constater de mes yeux, et ça c'est extraordinaire sur le K2, c'est que j'ai posé un radiomètre dont l'objectif était de mesurer les radiations électromagnétiques, s'il y en avait. Et juste à côté de cet engin, à 80 cm, j'ai posé le compteur Geiger. Ce compteur Geiger a donné des mesures en micro-REM qui étaient tout à fait celles qu'on retrouve comme radioactivité naturelle sur le sol, c'est-à-dire entre 7 et 14 micro-REM. Sauf que, au moment où j'ai posé le radiomètre pour mesurer les ondes électromagnétiques, il s'est passé un phénomène extraordinaire. L'énergie du radiomètre a été littéralement absorbée par le K2, qui a littéralement, mais alors en quelques secondes, vidé les piles. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que dans le même temps, le compteur Geiger a mesuré cette captation d'énergie, puisqu'il est passé rapidement de 14 à 24 et jusqu'à 50 micro-REM pendant le temps de la décharge. Donc il a capté en fait une énergie, il a pompé l'énergie de notre matériel de mesure. Ceci dit, sans le griller, c'était quand même extraordinaire. J'ai donc enlevé le radiomètre et je suis resté sur la radioactivité puisque j'avais envoyé une de mes assistantes faire une mesure de l'atmosphère au niveau ion négatif pour vérifier un peu cette progressivité qui a été déclarée dans le tunnel. Je suis donc resté un certain temps seul face à ce monolithe avec ce compteur Geiger. Quelques minutes après cet incident, un groupe de personnes est venu, probablement des volontaires avec leur chef d'équipe, et les gens se sont assis autour de ce monolithe pour la bonne raison qu'il y a des bancs à côté, le temps d'expliquer en gros la tournure des événements en ce qui concernait leur planning. Et là, il s'est passé un truc absolument fabuleux, c'est que le compteur Geiger a regrimpé très rapidement et même monté jusqu'à 110 voire 120 micro-REM pendant la présence de ces personnes. Et je tiens à préciser quand même qu'aucune de ces personnes était en contact physique avec le mégalithe. Elles étaient tout juste à proximité. Quand ces personnes, quand leur chef d'équipe a fini son speech, si je puis dire, son briefing, ils se sont engagés dans les galeries. Au moment où les personnes sont parties, le compteur Geiger est retombé à la radiation naturelle du sol, sans que personne n'intervienne autour. En quelque sorte, ce mégalithe a une curieuse particularité, c'est de capter une énergie, peut-être l'énergie des êtres vivants, en tout cas l'énergie des instruments de mesure, sans aucune hésitation, puisque je l'ai vu de mes yeux, pose ainsi une question de sa véritable utilité à l'intérieur de ce tunnel. Quel rôle joue-t-il? Pourquoi il fait ça? Sachant qu'il y a une petite particularité surprenante, le couvercle semble représenter le relief de la vallée des pyramides, mais à une époque particulièrement reculée. C'est-à-dire que quand on vérifie une carte en relief de la vallée des pyramides et qu'on regarde le couvercle, on retrouve cette vallée, mais on retrouve les monts principaux, si vous voulez, on retrouve à peu près toute la configuration qu'il y a dessus, mais véritablement, le milieu a quand même bougé entre les deux. Mais pas assez pour qu'on puisse considérer que c'est juste une vue de l'esprit. Il semble clairement que ça soit une sorte de carte qui a été faite dessus. Pourquoi, encore une fois, on n'en sait rien. Ah ben, des analyses comme ça, je les ai faites, j'ai fait ça sur tout le tunnel Ravenay, j'ai fait les mêmes analyses sur la pyramide du Soleil. Sur la pièce, je n'avais pas vraiment le temps pour faire autre chose en 4 jours, on a fait le plus qu'il était possible, et sur le tumulus de Vratnica. Sur la pyramide et le tumulus, on n'a pas trouvé un niveau de radioactivité particulièrement anormal.
ni de forts champs magnétiques naturels. Par contre, on a repéré effectivement l'émission de radiation électromagnétique, donc d'une onde électromagnétique, partant du sommet. Cette onde a été identifiée mais n'a pas été mesurée. Toutefois, un rapport d'une équipe russe antérieure a pu cadrer cette fréquence aux alentours des 28 kHz en matière d'ondes électromagnétiques. Il faut bien préciser qu'une onde ultrasonique et une onde ultra-électromagnétique, ce n'est pas du tout les ondes de même nature. La première, l'onde électromagnétique, peut voyager dans l'espace. Elle n'a pas besoin d'une matière pour circuler, alors que l'onde ultrasonore a besoin d'une matière pour pouvoir voyager, pour pouvoir circuler. Donc ce sont deux ondes différentes. Ceci dit, les analyses faites sur l'onde ultrasonique ont prouvé que son apogée dans sa courbe d'amplification, de réception, tournait autour des 27,4, pratiquement 28, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, je pense, c'est encore à mesurer sur l'onde électromagnétique, que ces deux ondes soient en fait deux ondes émises sur la même fréquence mais n'ayant pas la même nature. Voilà, ça c'est un point très important et surtout ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons trouvé sur le tunnel de Vratnica. La fréquence qui a été analysée, mais pour l'instant, je précise bien pour le public, pour tous ceux qui nous écoutent, que nous n'avons pas encore de validation de ces mesures de manière définitive, que par voie de conséquent, nous devons en rester aux suppositions et aux premiers résultats, qui ne sont pas forcément des résultats définitifs. On peut très bien, à la fin de ces résultats, trouver un résultat inverse. Les protocoles que nous avons suivis sont les protocoles de l'archéologie internationale, c'est-à-dire que lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons essayé d'utiliser évidemment les mêmes techniques, les mêmes process, les mêmes formulaires. Nous avons utilisé ces matériels en les plombant pour justement éviter toute rumeur ou possibilité de dire qu'on aurait pu arranger les mesures à notre affaire. Et ces instruments, c'était évidemment des compteurs GIGR, des radiomètres, c'est-à-dire des instruments de mesure quand même qui sont pas des instruments de mesure qu'on trouve systématiquement dans la rue ou chez des chercheurs habituels, puisque c'est une recherche extrêmement spécifique qui a été faite. Donc, par contre, toutes les mesures ont été faites, il y a eu des films qui ont été tournés, il y a eu des photographies qui ont été prises. En fait, sur le site de Vissoko, je réunis quatre découvertes, 4 débuts de preuves qu'il va falloir valider. Mais effectivement, si on trouve la preuve définitive de leur existence, on mettra un point final au refus de l'archéologie internationale de croire à une existence de civilisation avant Sumer. Et donc, ça validera tout ce qui a été découvert dans ce qu'on appelle cette période l'ère antédiluvienne, l'ère d'avant le dernier déluge. D'abord, premièrement, les tunnels ravenés sont constitués d'une architecture extrêmement intrigante, qui est constituée de tunnels en forme de porte romane, de tailles différentes, de diamètres différents, par lesquels passent des courants d'air. Ces courants d'air évolue tout au long des 750 mètres du tunnel. Il faut réaliser que nous parlons d'un tunnel qui fait 750 mètres de profondeur, 750 mètres de distance dégagée et plonge jusqu'à 35 mètres de profondeur. À cette distance de l'air libre, on devrait avoir un taux de dioxine élevé, une température élevée et l'impossibilité de respirer. Or, l'intégralité de l'air est parfaitement sain. Le taux ionique en matière d'ions négatifs est même extrêmement surprenant. La température là-bas, c'est 12 degrés, où qu'on aille dans la distance. Et on sent régulièrement le courant d'air frais venir, alors qu'il n'y a aucune machine pour pouvoir pulser cet air vers l'intérieur des tunnels. Je pense qu'en réalité, il y a une science de l'atmosphère des courants d'air, une architecture des courants d'air, qui permet à ces tunnels d'être alimentés en air
de manière scientifique, automatique, architecturale, dans des techniques et des architectures qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Deuxièmement, effectivement, la présence de ions très puissants, notamment dans la salle de méditation, vers les 750 mètres, jusqu'à 43 millions négatifs par rapport aux 1000 de l'entrée, prouve quand même qu'il y a un savoir-faire dans le chargement bienfaisant, bien-être des ions négatifs. Alors il faut savoir que les ions négatifs ont un effet sur notre corps bienfaiteur, puisque c'est normalement eux qui ont un effet calmant. Par exemple, quand vous êtes près d'un lac, au bord de la mer, par rapport à une rivière de montagne, quand vous buvez cette eau fraîche et que vous vous sentez bien, c'est pas tellement parce que vous buvez de l'eau, c'est parce qu'en même temps vous absorbez, votre corps absorbe ces ions négatifs. Donc, moi-même, personnellement, j'ai ressenti des choses à l'intérieur de ces tunnels. Il faut savoir que j'ai une légère hypertension cardiaque, que je prends donc des médicaments pour éviter cette hypertension qui crée des pressions sur ma poitrine. J'ai passé 20 minutes une première journée dedans, puis ensuite 1h30 pour faire des recherches plus poussées. Durant ces deux périodes, je ne ressentais absolument plus aucune compression sur la cage thoracique, aucun malaise. Mais non seulement je ne ressentais plus ça, mais je n'avais même plus besoin de prendre le médicament. Je n'en ressentais plus le besoin. Et ça a duré 2 jours encore, après ce passage finalement très épisodique à l'intérieur de cet endroit. Moi je pense sincèrement que cet endroit est une sorte de centre de remise en forme, une sorte de clinique naturelle. Maintenant reste à le prouver, bien entendu. Mais il est clair que ces tunnels, notamment des tunnels de 50 cm, c'est pas fait pour que des gens s'amusent à ramper dedans. Ils avaient une autre fonction. Et d'autant plus que ces tunnels de dimensions différentes sont tous le long d'un tunnel qui lui-même est lui par contre assez régulier en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez passer par cette zone pour ressentir tous les effets et les arrêts au mégalithe, vu ce qu'a fait le K2, pourrait très bien être une sorte de d'inverse d'une irradiation, une captation de quelque chose qui vous serait négatif. Maintenant, je ne peux pas encore le prouver, je veux bien que ça soit clair au niveau du public, mais nous avons quand même toute une série de faits corroborants qui posent question, et si je compte partir en avril mesurer les tunnels Ravenay, c'est parce que j'ai proposé à un ami dans le Gard de reproduire ces tunnels à l'identique, en essayant d'utiliser un matériau peut-être pas de la même nature, mais aux mêmes facultés, et vérifier si nous obtenons les mêmes résultats. En architecturant purement et simplement, sur une zone donnée, une copie conforme des tunnels. Donc, ce qui serait une grande révélation et la ruine des sciences parallèles en matière de soins. Hein, puisque s'il suffisait de soigner le corps en allant à Vitoko, c'est beaucoup moins coûteux que... Maintenant, les fréquences sont extrêmement intrigantes et c'est bien dommage que je ne puisse pas vous les faire écouter, parce que bien qu'elles n'aient pas encore été complètement validées, il y a véritablement quelque chose, et notamment sur les doubles fréquences du tumulus de Vratnica. Les deux fréquences du tumulus de Vratnica sont opposées diamétralement et parfaitement. Elles sont posées selon les 2 points cardinaux nord-sud. Elles n'ont pas le moindre degré, minute d'écart. Elles sont parfaitement alignées sur les 2 pôles magnétiques. D'accord ? Et elles émettent toutes les deux avec un léger décalage entre elles. Elles sont, comme on dirait, dans une chorale en canon. Mais surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'un des laboratoires qui travaille sur ces fréquences a identifié un bruit de fond derrière. Parce qu'il a fallu aussi dégager toute une série de bruits parasites, dont notamment des bruits de criquets, qui s'apparentaient assez à la fréquence par rapport au son brut ultrasonique. Donc il a fallu nettoyer ces fréquences. Mais en nettoyant ces fréquences, ils ont mis la main sur une fréquence particulière, un son très grave et régulier, parfaitement régulier, qui était le bruit de fond. Et quand on écoute ce bruit de fond, on a véritablement l'impression d'une machine qui répète un cycle et qui est profondément ancré et probablement profondément installé et en tout cas de taille très importante, parce que la gravité du son
indique un matériel puissant et lourd. Donc, ce matériel existe-t-il ou pas? C'est aussi un des objectifs de l'EPR2, c'est d'aller essayer de le localiser pour de bon. S'il existe, il faut qu'on sache s'il existe, donc on va essayer de lui mettre la main dessus. Ces 3 fréquences ont une particularité aussi. Les 2 fréquences de Vratnica sont en décalage léger avec la fréquence des pyramides, de la pyramide du Soleil, et semblent s'intercaler parfaitement dans la courbe sinusoïdale basse de l'onde émise ultrasonique de la pyramide du Soleil. Comme si ces 3 fréquences communiaient entre elles, je devrais même dire communiquaient entre elles, se transféraient des informations. Et la régularité de ces fréquences, il faut les entendre pour que le public puisse les comprendre, et j'espère les mettre rapidement en ligne pour que les gens se fassent véritablement une véritable idée de ça, c'est qu'il semblerait que le tumulus de Vratnica reçoit des informations de la pyramide du Soleil et en retransmet de manière régulière. Et il y a un problème sur la fréquence de la pyramide du Soleil. Elle semble lancer une fréquence régulière et à un moment donné, elle rythme pour relancer la même fréquence, un peu comme un disque rayé. Il semblerait donc qu'il y ait une possibilité que le système là aussi fonctionne, qu'il y ait donc une possibilité de machine, mais celle-ci a l'air d'être endommagée puisqu'elle répète toujours la même séquence. Ceci dit, un autre détail très important, je ne sais pas si toutes les pyramides de Visoko sont des pyramides réelles ou imaginées, mais je peux dire que la pyramide du Soleil est probablement le prototype de toutes les pyramides qui existent dans le monde. C'est probablement la plus ancienne. Au départ, c'est une colline qui a été terraformée, dans laquelle une peuplade quelconque a créé toute une série de galeries et de tunnels de manière troglodyte, dans lequel elle aurait pu installer une technologie dont elle a le secret, elle, et qu'elle a recouvert d'un béton particulier, qui n'est pas un béton de ciment comme celui qu'on utilise, mais un béton d'argile, avec une argile tout à fait particulière, qui a une capacité, non seulement isotherme, mais électrique, de captation d'électricité très puissante, et qui attire la foudre sur cette pyramide. Il semblerait donc en fait qu'on ait affaire à une sorte de capteur d'énergie qui alimenterait cette machine et lui permettrait d'émettre. Alors, qu'est-ce qu'elle émet? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle transmet un message à travers l'onde électromagnétique ou l'onde ultrasonique? Je pense plutôt que l'onde ultrasonique serait un résidu de l'onde électromagnétique à travers la machine, une vibration liée à la machine qui se transfère à l'intérieur de la pyramide. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble que l'onde électromagnétique, elle, gagne en puissance au lieu de perdre en puissance, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la base et qu'on remonte vers le sommet. Donc on n'a pas pu malheureusement mesurer l'onde en altitude, puisque nous n'avons pas pu mettre de matériel aérien en œuvre. Et nous sommes restés sur cette question et nous comptons d'ailleurs résoudre ce problème, pareil, en avril 2014. Il existe des énigmes irrésolues dans presque tous les pays, mais dans le cas de l'Égypte, c'est le pays lui-même qui est un mystère. Quels trésors sont encore enfouis dans ces étendues désertiques, cachés dans le monument le plus colossal et le plus mystérieux construit par l'homme? Depuis des millénaires, l'humanité tout entière a été fascinée par ce véritable miracle d'ingénierie antique qu'est la Grande Pyramide. Est-il possible qu'une culture tout juste sortie de l'âge de la pierre, il y a plus de 4000 ans, ait pu découvrir les secrets des mathématiques, de l'astronomie, de la géologie et de l'art de la construction, des secrets qui restent encore aujourd'hui en avance sur nos technologies modernes? Les dernières découvertes suscitent un intérêt sans précédent auprès des scientifiques et des égyptologues qui se tournent désormais vers d'étonnantes nouvelles hypothèses. Cette porte donne-t-elle accès à la clé de l'énigme la plus indéchiffrable de tous les temps? Ou est-on sur le point de découvrir que les mystères de l'Égypte resteront à jamais du domaine de l'inexplicable?
Comme dit cet ancien proverbe égyptien qui date d'avant la libération des Israélites par Moïse, « Tout craint le temps, mais le temps craint les pyramides ». Elles sont les dernières survivantes de cette merveille de l'Antiquité. Ces structures colossales, datant d'une époque révolue, comptent parmi les monuments les plus mystérieux, jamais construits par l'être humain. L'origine du terme pyramide est en soi un mystère. On n'en retrouve la racine dans aucune langue de notre planète. Le mystère des pyramides tient au fait que les gens continuent à les trouver mystérieuses. Ce sont des tombes monumentales érigées pour les pharaons égyptiens, ce qui a été prouvé sans le moindre doute possible. Tout autre mystère qu'il aurait pu y avoir autour des pyramides ont déjà été résolus par les archéologues. Pas une seule des hypothèses concernant les pyramides de leurs bâtisseurs n'ont jusqu'ici été prouvées. Il y a 2 faits absolument irréfutables. En premier lieu, aucune dépouille royale ou momie n'a jamais été découverte dans la Grande Pyramide. Et deuxièmement, il n'existe aucune preuve formelle de la date exacte de la construction. Cette prouesse d'architecture reste un mystère absolu pour les penseurs traditionnels de ce monde. Elles ont suscité des controverses âprement débattues depuis la nuit des temps. Lorsqu'Alexandre le Grand resta bouche bée devant le spectacle grandiose de la Grande Pyramide, il y a 2300 ans, ses généraux disputaient déjà leur origine. Une chose est sûre, les pyramides sont bel et bien réelles. Et tout ce qui est réel peut, en principe, être mesuré et quantifié. Les pyramides de Gizeh se dressent sur la rive ouest du Nil, à une quinzaine de kilomètres à peine du Caire. Le site se compose de 3 pyramides, dont la plus imposante est appelée la Grande Pyramide, car il s'agit réellement de la plus grande structure au monde à avoir été construite par l'être humain. Ni le temps, ni même les pyramides elles-mêmes n'ont rendu la tâche facile aux chercheurs qui tentent de résoudre une des énigmes les plus anciennes et les plus complexes du monde. Les moyens scientifiques les plus modernes semblent dérisoires devant ce complexe gigantesque qui incarne la gloire de l'Égypte depuis plus de 4000 ans. Il faut ajouter à cela la recherche scientifique qui n'a fait que brouiller les pistes davantage. En 1992, une société allemande, sous la direction de Rudolf Gantenbrink, a été engagée pour débloquer ce que l'on croyait être un conduit de ventilation dans la Grande Pyramide. Pour explorer le conduit, Gantenbrink et son équipe ont mis au point un petit robot équipé d'une caméra et d'un phare pour pouvoir observer ce qui s'y trouvait. Le robot, une véritable merveille technologique en soi, fit 2 découvertes étonnantes. Une première fouille a permis de déterminer que le couloir menant à la chambre de la reine n'était pas rectiligne comme on le pensait, mais courbe. La progression du robot a été brusquement interrompue. Dans le conduit nord, le robot avait progressé en ligne droite sur 65 mètres avant d'être bloqué par une porte munie de 2 poignées de cuivre, le seul élément métallique jamais découvert dans cette pyramide. Cette deuxième découverte, étonnante, allait très vite soulever un flot de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. S'il y a effectivement une porte, cela voudrait dire qu'il y a une chambre cachée au cœur de la Grande Pyramide. Et s'il y avait quelque chose dans cette chambre, comment pourrait-on y accéder ? Il n'y a aucun mystère caché derrière la porte secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Il n'y a rien là derrière. Je pense qu'il s'agit juste d'une cale dont les Égyptiens se servaient pour aplanir les parois du conduit. Et lorsqu'ils abandonnèrent la chambre mortuaire inachevée, ils abandonnèrent aussi la cale dans le conduit. La Grande Pyramide fut fermée en 1998 pendant 2 ans. Certains observateurs affirment disposer de preuves que des travaux d'excavation secrets ont eu lieu pendant ce temps à l'intérieur de la pyramide. Doit-on déduire que les experts soient à la recherche d'une chambre secrète derrière cette porte ? Pour atteindre un point au-delà de la porte de Gantenbrink, il faudrait creuser un passage à travers la roche calcaire, particulièrement compacte. Est-ce pour cela que la pyramide est restée fermée pendant 2 ans ? Nous étions obligés de fermer la pyramide. Les gens ont beau dire que les pyramides sont immortelles, c'est loin d'être le cas. Les pyramides doivent constamment être restaurées. Chaque touriste qui entre dans la pyramide laisse derrière lui environ 20 grammes d'eau et cette eau produit un dépôt de sel. C'est ce qui explique que le taux d'humidité à l'intérieur de la Grande Pyramide soit de plus de 85%. Nous avons procédé au nettoyage du sel à l'intérieur de la pyramide. Nous avons aussi colmaté de nombreuses fissures et avons mis en place un système de ventilation. Devant un tel souci de préservation, est-il réellement possible qu'ils aient autorisé des fouilles pour aller voir derrière la porte ? Mais au-delà de la controverse, il reste un point sur lequel tous les experts restent unanimes.
La grande pyramide de Khufu n'aurait tout simplement pas pu être construite en vertu des principes physiques, mathématiques et scientifiques que nous connaissons. Et pourtant, elle est bien là. Elle se dresse sur 42 étages et occupe une superficie égale à 10 terrains de foot. Une masse très compacte de roches calcaires constituée d'environ 2 500 000 blocs de pierre parfaitement imbriqués, pesant entre 2,5 et 10 tonnes chacun. Il y a là suffisamment de pierre pour construire 35 Empire State Buildings, en ayant encore plusieurs tonnes de surplus. Et pourtant, les pyramides sont censées avoir été construites par les anciens, qui disposaient d'un outillage et de moyens technologiques rudimentaires. Ne serait-il pas simple pour les constructeurs d'aujourd'hui, avec leur technologie et leur matériel moderne, de reproduire la grande pyramide ? Il est peu probable que les anciens Égyptiens aient eu une quelconque notion de la géologie moderne. Sans cette science, il est inconcevable qu'une structure de cette taille ait pu être construite sans s'écrouler, faute de fondations solides. Elle aurait dû peu à peu s'affaisser. Les ingénieurs estiment le taux maximum admissible de tassement pour les immeubles actuels à 15 cm par 100 ans. Dans le cas du Capitole, le tassement a été estimé à 12,5 cm sur 200 ans. En 5000 ans, la Grande Pyramide, avec son poids de 30 millions de tonnes, affiche un tassement de moins d'1 centimètre. Aucun géologue contemporain ne peut prétendre aux connaissances qu'il a fallu pour choisir l'emplacement et préparer le site de la Grande Pyramide. Et pourtant, la Grande Pyramide de Khufu et ses deux petites sœurs, tout aussi majestueuses qu'elles soient, ne sont que les restes du spectacle grandiose qu'Alexandre le Grand a vu briller sous le soleil à des kilomètres de distance. L'éclat de ces structures tenait à un revêtement à base de roches calcaires polies. Les 115 000 pierres de revêtement pesant jusqu'à 10 tonnes chacune furent enlevées au cours du XIVe siècle pour être utilisées dans la construction de la ville du Caire. Or, ces pierres de revêtement s'imbriquaient avec une tolérance d'1 millième de centimètre, une précision telle que même une lame de rasoir ne peut être glissée dans les jointures. Une précision optique appliquée sur des kilomètres. Mais que reste-t-il à admirer à l'heure actuelle? N'est-ce pas juste un amas de pierres? Comment expliquer le degré de précision de l'architecture de la Grande Pyramide? Ou plutôt, comment ces pierres gigantesques ont-elles pu être taillées, transportées et placées les unes sur les autres à des angles bien précis? Et qu'en est-il de la pierre de fête de la Grande Pyramide? Elle a disparu depuis des siècles. A-t-on pu la retrouver? Et nous ne parlons encore que de l'extérieur. Quelle est la signification de ces dalles de granit rose de 70 tonnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, été placées au plafond de la chambre du roi? Comment? Pourquoi? Le célèbre historien grec, Hérodote, fut le premier à avoir décrit les dalles de roches calcaires polies, nous fournissant une explication sur la manière dont les pyramides ont été construites. Hérodote se rendit en Égypte en 440 avant Jésus-Christ. À l'époque, les pyramides étaient aussi anciennes aux yeux d'Hérodote qu'Hérodote ne l'est aujourd'hui pour nous. Sa version reste pourtant celle à laquelle souscrivent la plupart des égyptologues contemporains. D'après Hérodote, plus de 2,5 millions de blocs de pierre ont été extraits et acheminés jusqu'au site de la Grande Pyramide en l'espace de 20 ans. Mais au-delà de l'inconnu concernant l'acheminement des pierres, comment ces blocs énormes ont-ils pu être positionnés de la sorte? Et plus exactement, comment a-t-on pu réaliser une architecture si précise en un temps si court? Dans les édifices modernes, si les constructeurs parvenaient à réaliser un mur de 230 mètres de long avec moins de 15 cm d'écart de chaque côté, cela relèverait de l'exploit. Dans le cas de la Grande Pyramide, la marge d'erreur est d'environ 1/2 centimètre seulement. Il serait absolument impossible de parvenir à un tel résultat avec les moyens de construction actuels. Il ne s'agissait donc pas seulement d'empiler des pierres les unes sur les autres, il fallait tenir compte de l'intégrité architecturale. Mais revenons à la question de savoir comment ces pierres ont pu être transportées. Rappelez-vous que nous parlons d'une culture qui, pour autant qu'on sache, n'avait que peu de moyens et seuls des outils primitifs à sa disposition. L'historien grec Hérodote visita le site de Gizeh au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il écrivit que les Égyptiens de cette époque lui avaient dit qu'un contingent constant de 100 000 hommes, remplacé tous les 3 mois, a dû travailler 20 années durant pour construire la Grande Pyramide. Certains archéologues ont fait remarquer que pour construire la Grande Pyramide en 20 ans, il aurait fallu poser une de ces pierres gigantesques toutes les 3 minutes et demie, et ce 24 heures sur 24. Ce qui aurait requis une technologie que nous n'avons pas à l'heure actuelle.
L'hypothèse selon laquelle les grandes pyramides ont été construites avec de la pierre brute et des outils de cuivre est peu plausible. Ces gens ne connaissaient pas encore la roue comme moyen de transport. Pas de poulies, ni d'instruments de mesure, pas de clés, pas de mât de charge, ni aucun type d'appareil de levage. Des centaines de blocs pesant jusqu'à 30 tonnes ont été posés à une hauteur considérable dans la grande pyramide. Les seuls moyens mécaniques dont ils disposaient étaient le levier, les mâts de bois et les plans inclinés. Mais arriver à placer les pierres correctement n'était pas le seul problème. Les acheminer jusqu'au site était une tâche tout aussi surhumaine. Il a fallu les hisser sur d'énormes traîneaux ou les faire rouler sur un tapis de troncs d'arbres. Les pierres extraites de carrières très éloignées étaient acheminées par la rivière, sur des radeaux. Une énorme chaussée de 2 km de long permettait de transporter les monolithes jusqu'au site. Les pierres étaient ensuite hissées le long de rampes et levées d'étage en étage au moyen de leviers, pour finalement être mises en place. Ce chantier a requis une main-d'œuvre très nombreuse, probablement le plus grand travail d'équipe de tous les temps pour réaliser un rêve. Ce que l'on vient d'entendre représente à peu de détails près la version adoptée par la plupart des égyptologues contemporains, mais cela ne signifie pas qu'elle reste incontestée. Selon une hypothèse très répandue et amplement diffusée par Hollywood, des centaines de milliers d'esclaves auraient servi dans la construction des grandes pyramides. Rien n'est moins vrai. Les Égyptiens de la 4e dynastie ne représentaient ni une puissance militaire, ni une nation belliqueuse. Il n'y avait pas suffisamment d'esclaves potentiels à 8000 km à la ronde pour fournir la main-d'œuvre nécessaire à cette construction. Les avis sont aussi partagés dans les milieux universitaires entre l'hypothèse des rouleaux et celle des rampes. Elles sont enseignées comme des faits établis, mais sont loin de constituer des théories viables. Ils veulent nous faire croire qu'une rampe d'1,5 km a été construite, laquelle aurait été de plus en plus inclinée à mesure que la pyramide gagnait en hauteur. En réalité, la construction d'une telle rampe aurait requis encore plus d'efforts que la construction de la pyramide elle-même. Ce qui laisserait supposer qu'il y aurait eu quelques 3 milliards de kilos de déchets de construction dont il fallait se débarrasser par la suite. Mais où sont ces déchets? Les plus ardents défenseurs de l'hypothèse de la rampe n'ont pas encore pu répondre à cette question. Mais qu'en est-il de la théorie des troncs d'arbres faisant office de tapis roulant? On peut effectivement déplacer un rocher de la sorte. Cependant, certaines particularités évidentes auraient depuis longtemps dû exclure une telle hypothèse. Les seuls arbres qui poussaient en Égypte à l'époque étaient les dattiers. Or, on conçoit difficilement qu'ils aient pu abattre l'une de leurs principales sources d'alimentation. D'autre part, l'importation de troncs d'arbres aurait nécessité plus de bateaux que l'Égypte n'en a jamais possédé, et ce juste pour transporter les 25 millions de troncs d'arbres requis. Et puis, soulignons qu'il est pratiquement impossible de faire rouler un tronc d'arbre sur une route en pierraille, et même si on avait pu les faire rouler, le poids incroyable de ces blocs de pierre aurait réduit les troncs en pulpe au bout de quelques mètres. Ils ont certainement employé une toute autre méthode pour lever et acheminer ces monolithes extrêmement lourds, un système qui aurait permis le déplacement de ces masses énormes. Il n'y a cependant pas la moindre trace historique de l'existence de tels systèmes en Égypte antique. Les astronomes, mathématiciens, archéologues, égyptologues, anthropologues et autres spécialistes versés dans les domaines les plus divers s'évertuent à tenter de comprendre comment une culture tout juste sortie de l'âge de la pierre a pu accomplir une telle prouesse. Peut-être n'ont-ils pas cherché les réponses au bon endroit. J'ai découvert le secret des pyramides et j'ai aussi pu découvrir comment les Égyptiens et les grands bâtisseurs du Pérou, du Yucatan et d'Asie ont pu lever et placer des monolithes pesant plusieurs tonnes en se servant d'outils primitifs. Vous venez d'entendre les propos d'Edouard Litzkalnin, qui n'était ni un sorcier de l'Antiquité ni un alchimiste, mais un excentrique letton qui, à lui tout seul, a construit ce complexe extraordinaire à quelques kilomètres de la ville de Miami, en Floride. Ne pesant pas plus qu'une 50aine de kilos, il a construit la totalité de ce complexe d'une superficie de 5 hectares, y compris le mur d'enceinte de près de 3 mètres de haut. L'homme qui a construit ce château s'appelait Edouard Litzkalnin. 1,52 m, 45 kg avec un diplôme d'école primaire. C'est une véritable prouesse de construction qui continue à déconcerter les ingénieurs à l'heure actuelle. Cette œuvre admirable évoque la majesté des grandes pyramides d'Égypte. Voici la plus grosse des pierres qu'il a déplacées. Elle pèse 30 tonnes. Il a tout érigé tout seul, sans aucune aide, comme cette porte de 9 tonnes parmi ses réalisations les plus remarquables, qu'on peut ouvrir à la force d'un seul doigt. Toutes les chaises qu'il fabriquait se balançaient à l'unisson quand il était ici. Il les faisait toutes balancer, tout le temps. Son trône personnel pèse 2,5 tonnes et continue de se balancer aujourd'hui. Certains le considèrent comme la 8e merveille du monde. Il a passé 20 ans à travailler sur ce projet, surtout la nuit.
Il a bien dû y avoir quelqu'un en Floride qui a éprouvé suffisamment de curiosité pour lui demander comment il s'y prenait, ou assez indiscret pour les piller pendant qu'il travaillait. Un article publié dans le magazine Fate rapportait qu'un groupe d'étudiants aurait vu Ed Ledskalnin en train de soulever un énorme bloc de corail par lévitation, comme si c'était un ballon d'hélium. Un voisin affirme l'avoir vu poser les mains sur le bloc et le faire léviter. Je suis tout à fait convaincu que lorsque Ed Ledskalnin affirmait avoir découvert le secret des pyramides, il disait la vérité. Une telle hypothèse pourrait-elle expliquer comment d'énormes dalles de granit rose ont pu être placées au fond de la chambre du roi et comment les conduits et passages ont été aménagés à l'intérieur de la grande pyramide? Le docteur Joseph Davidovich et moi-même défendons une hypothèse différente, à savoir que les grands blocs des pyramides sont constitués d'une sorte de béton d'une qualité supérieure. Voici un échantillon pris du conduit ascendant de la grande pyramide. Les géologues qui l'ont analysé concordent à dire que cette roche a été façonnée par l'homme. Tapis roulant, rampe ou super béton? Ne suffirait-il pas d'aller chercher la réponse dans les archives historiques? La Grande Pyramide constitue le plus grand chantier de toute l'histoire de l'humanité. Il ne reste pourtant aucune illustration, ni de dessin, objet, inventaire ou liste à même de nous fournir le moindre indice sur sa construction. Les Égyptiens nous ont légué quelques 3000 ans d'histoire, écrite et picturale, une véritable chronique de leur civilisation, rapportant la naissance d'enfants, le labourage, les récoltes, en passant par la construction, le tissage, les sacrifices, les prières, l'embaumement. Et cependant, pas la moindre allusion aux pyramides de Gizeh. Faut-il en déduire que ces registres n'ont pas encore été découverts? Ou doit-on faire preuve de prudence avant d'aborder les secrets des pharaons? L'intrigue de la malédiction des pharaons commence en 1920, lorsque deux Anglais, Howard Carter et Lord Carnarvon, découvrent la tombe du pharaon Toutankhamon. Parmi les trésors qu'ils découvrent, Carter et Carnarvon ont trouvé une tablette sur laquelle était inscrite une malédiction terrible. Les ailes de la mort terrasseront quiconque dérangera la paix du pharaon. Les explorateurs ne se sont pas sentis concernés par cet avertissement, mais ils craignaient que leurs assistants égyptiens ne prennent peur et les abandonnent. Ils ont donc rayé toute mention de la découverte de la tablette, de leur registre, et se sont débarrassés de la pièce à conviction. Ils étaient sur le point de découvrir la momie du pharaon lorsque Lord Carnarvon fut atteint d'une maladie mortelle. Bien qu'ils croyaient qu'il s'agissait d'une infection, les docteurs restaient incertains quant au diagnostic. Carnarvon est mort avant même que son fils n'ait pu se rendre à son chevet. Une autre victime était l'architecte américain Arthur Massey. C'est lui qui avait arraché le dernier pan de mur qui bloquait l'entrée de la tombe. Il est décédé dans le même hôtel que Carnarvon et présentait les mêmes symptômes. Une fièvre suivie d'un coma soudain. Le lendemain du jour où Carter avait montré la tombe à son ami George Gould, Gould se réveilla avec une forte fièvre. Il est mort dans la nuit. Le radiologue Archibald Douglas Reed fut le premier à couper les bandelettes qui enveloppaient la momie et à les passer au rayon X. Reed est décédé peu après à bord du navire qui le ramenait en Angleterre. Cette succession d'incidents aurait pu être oubliée à jamais si ce n'était pour la trentaine de chercheurs et autres archéologues qui ont perdu la vie dans des circonstances tout aussi troublantes par la suite. Quelle est la cause de ces décès prématurés et des circonstances étranges planant autour des explorateurs ayant profané la tombe sacrée du roi Toutankhamon? Sont-ils morts de cause naturelle, annihilant une bactérie en latence depuis l'Antiquité? Le docteur Izzedine Taha, un éminent médecin et biologiste du Caire, affirma lors d'une conférence de presse en 1962 qu'il avait découvert une moisissure infectieuse dans la tombe, laquelle aurait survécu à l'état dormant pendant plusieurs milliers d'années. Il a ajouté qu'à l'heure actuelle, une telle infection pourrait être contrôlée à l'aide d'antibiotiques modernes. Ironie du sort, le docteur Taha est mort alors qu'il était encore en train de réaliser ses expériences. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture sur une route en plein désert. L'accident n'était toutefois pas la cause de sa mort. Le rapport d'autopsie indiquait que la mort avait été causée par une rupture circulatoire, comme dans le cas de Carter, de Carnarvon et des autres. Ces décès font désormais partie des mystères des pyramides et restent à ce jour inexpliqués. Quels autres mystères sont ensevelis sous le sable du désert égyptien?
ou enfermés dans les pierres de la Grande Pyramide? Y a-t-il eu de nouvelles découvertes qu'il nous reste à examiner? Parmi les nombreux mystères extraordinaires d'Égypte, il y a la pratique de la momification. Les dernières découvertes laissent supposer que cette pratique a perduré durant des siècles. Le procédé était très élaboré et exigeait un soin, une attention toute particulière. Les prêtres extrayaient la plupart des organes et les plaçaient dans des urnes canopiques. On procédait ensuite au séchage du corps en l'embaumant dans des sels de natron. 40 jours après, le corps était enveloppé dans des bandelettes de lin et placé dans une succession de cercueils en bois, puis dans un cercueil extérieur en pierre, posé ensuite dans une crypte ou une tombe orientée vers l'est. Ce serait le processus par lequel serait passée la dépouille mortelle de Khufu avant d'être déposée dans un sarcophage dans la chambre du roi de la Grande Pyramide. Premièrement, nous devons clairement affirmer qu'aucun corps n'a jamais été retrouvé dans les pyramides de Gizeh, ni dans aucune autre pyramide égyptienne. D'autre part, il n'y a absolument rien qui prouve que les pyramides aient été un jour destinées à servir de tombe au roi pharaon. Les bâtisseurs des pyramides ont inscrit le nom de Khufu sous forme de graffitis sur les immenses dalles surplombant le plafond de la chambre mortuaire. Des graffitis que personne n'a découverts avant 1837. En ce qui concerne les graffitis hiéroglyphiques, j'ai découvert qu'il s'agissait de faux qui avaient été peints en mai 1837. J'ai reçu une lettre de M. Allen à Pittsburgh. C'était son arrière-grand-père qui avait vu un certain M. Hill entrer dans la tombe armé d'un pot de peinture rouge et d'un pinceau pour exécuter ses faux. Lorsque l'arrière-grand-père éleva une objection à la version officielle, il fut congédié et banni de Gizeh. En examinant une copie des inscriptions rouges, j'ai pu constater qu'il s'agissait d'une contrefaçon car M. Hill avait fait une faute d'orthographe dans le nom du roi. Au lieu de Khufu, il a écrit Raofu, ce qui revenait à manquer de respect à l'égard d'un dieu. Chose absolument impensable à l'époque. Si les grandes pyramides n'étaient pas destinées à servir de tombe aux pharaons, quelle pouvait bien être leur fonction? Il y a autant de réponses à cette question que d'auteurs considérant les pyramides comme un fascinant sujet d'écriture. Malgré les hypothèses bizarres et le côté science-fiction à propos des pyramides de Gizeh, elles n'étaient et ne sont pas plus que des monuments funéraires construits aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ. Gizeh est un complexe funéraire, ni plus ni moins. Il y a effectivement un complexe funéraire à Gizeh, mais cela ne prouve pas que Gizeh ne servait qu'à cette fin. Ce serait un peu comme classer la cathédrale de Notre-Dame comme un complexe funéraire, juste parce qu'il y a un cimetière à côté. Le Sphinx fut érigé par Khafre, l'architecte de la seconde pyramide, et de nombreux égyptologues affirment que la face du Sphinx a une ressemblance avec son propre visage. L'hypothèse qui attribue le Sphinx au pharaon Khafre est devenue indéfendable. Les récentes découvertes archéologiques et géologiques démontrent que le Sphinx date d'au moins 10 000 ans. Et peut-être même plus. La Grande Pyramide témoigne d'une connaissance phénoménale dans le domaine de l'astronomie. Ils pouvaient mesurer le jour, l'année et la précession des équinoxes. Ils savaient que la Terre était une sphère et ils savaient aussi comment calculer avec précision la latitude et la longitude. Comment les grandes pyramides ont été construites et à quelle fin? Voilà seulement le début des mystères de l'Égypte et de ses nombreuses énigmes. Mais pour l'instant, répondons à cette grande question. Pourquoi a-t-on construit les grandes pyramides? D'après les théories classiques, l'ensemble du complexe de Gizeh ne serait pas plus qu'une immense nécropole. D'autres pensent que l'existence même de ces structures laisse supposer qu'il y a plus et même bien plus derrière ces monolithes gigantesques. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que l'Égypte ancienne ne connaissait pas ou très peu les mathématiques supérieures. Est-il possible qu'ils se trompent? Les architectes de la Grande Pyramide ont fait appel à des concepts mathématiques très poussés, qui n'ont dans certains cas été découverts que des milliers d'années plus tard. Comment ces architectes ont pu se servir de concepts encore inconnus à leur époque défie tout simplement l'imagination. Alors que les techniques de construction des pyramides restent déconcertantes, il en va de même pour leur relation avec la Terre et les étoiles.
Des calculs mathématiques et les observations astronomiques ont permis de déterminer que les relations de masse entre les trois pyramides de Gizeh correspondent avec une exactitude déconcertante aux relations de masse des trois étoiles du système Alpha Centauri. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est que l'alignement des pyramides sur le plateau de Gizeh corresponde exactement à la disposition des étoiles d'Alpha Centauri à l'époque où les pyramides furent construites. Faute de preuves confirmant que les Égyptiens disposaient des moyens requis pour mesurer la masse de ces trois étoiles, ces corrélations pourraient indiquer une influence extraterrestre dans la conception et la construction des pyramides. L'orientation géographique de la Grande Pyramide de Gizeh constitue sans nul doute sa caractéristique la plus remarquable. Ses arêtes sont alignées presque exactement sur les axes géographiques nord-sud et est-ouest. La déviation est de moins de 3 minutes d'arc par rapport au nord géographique réel. D'un point de vue géographique, la Grande Pyramide est située sur le seul point d'intersection au monde entre longitude et latitude séparant les zones terrestres des océans. La pyramide abriterait-elle un observatoire astronomique, comme l'affirment certains théoriciens? Il convient d'autre part de souligner que la Grande Pyramide est aussi située à l'emplacement exact correspondant à l'une des prophéties d'Isaïe dans la Bible. Il y a une référence biblique dans le psaume numéro 19 d'Isaïe que de nombreux spécialistes rattachent à la Grande Pyramide. Voici ce que dit le texte. « Ce jour-là, un autel sera érigé au nom du Seigneur au cœur de l'Égypte et un monument pour le Seigneur à la frontière. Il sera la marque et le témoin du Tout-Puissant dans la terre d'Égypte. » Il est question d'un autel et d'un monument au cœur de l'Égypte et à sa frontière. Il semble qu'il soit dans deux endroits différents. Comment peut-on alors conclure que la Grande Pyramide incarne la réalisation de cette prophétie? En fait, la Grande Pyramide est la seule candidate à remplir toutes les conditions requises, mais il faut aussi tenir compte de la géographie de l'époque. La Grande Pyramide, comme nous pouvons le voir, est située au sommet d'un triangle formé par le delta du Nil. Mais dans l'Antiquité, l'Égypte était divisée en deux pays, la Basse-Égypte, ou le Delta, et la Haute-Égypte, au sud. La Grande Pyramide se situe exactement sur la frontière, et pourtant cet endroit est également au centre de l'Égypte, lorsqu'on considère ces deux pays comme n'étant qu'un. Comme avec la plupart des théories liées aux pyramides, une autre perspective vient s'ajouter à l'énigme d'Isaïe. Son emplacement sur la frontière est déterminé par sa désignation de pyramide de Gizeh. Effectivement, le terme Gizeh signifie frontière. Plus on en sait sur le complexe de Gizeh, moins on est sûr des théories conventionnelles qui expliquent ces mystères. Mais si les théories conventionnelles n'expliquent pas la fonction de la Grande Pyramide, que peuvent nous apporter les théories plus contemporaines ? La Grande Pyramide, quelles que soient ses autres fonctions, est un cadran solaire, un calendrier et un observatoire astronomique. D'une hauteur initiale de 137 mètres, la pyramide produisait une ombre de 82 mètres de long au milieu de l'hiver. Au milieu du printemps, l'ombre se réduisait à zéro. On pouvait s'en servir pour déterminer les heures de la journée, les saisons ou l'année astronomique. D'après les textes d'origine sumérienne, les pyramides de Gizeh ont été construites par des extraterrestres pour leur servir de balise délimitant un couloir d'atterrissage. Ce couloir aboutirait à une base spatiale dans le désert du Sinaï. En 1813, l'astronome Richard Proctor découvrit dans des textes anciens que les pyramides avaient effectivement fait office d'instruments astronomiques. En se servant de passages ascendants et descendants au cours de la construction, les anciens avaient pu dresser une carte du ciel. La Grande Pyramide, avec ses 5 plaques de granit au-dessus de la chambre du roi, aurait pu être un émetteur-récepteur gigantesque échangeant des signaux avec un endroit lointain de l'univers. Ces usages supposés ne sont pas plus que des spéculations et ne prouvent pas que la pyramide ait un jour servi à de telles fins. Il est néanmoins intéressant de constater qu'aucune nouvelle découverte ne dément les théories contemporaines. En 1925, un spécialiste nommé Basil Stuart publiait les résultats de son étude sur la Grande Pyramide. Il expliquait que la base de la structure était non seulement un carré parfait, mais que les arêtes du carré représentent un nombre entier dont le diamètre de notre planète représente un multiple parfait. La probabilité que pareil événement se produise par hasard est infime. Il s'avère, d'autre part, que la longueur de chaque arête est un multiple exact de 365,25.
soit le nombre exact de jours dans une année, calculé de façon plus précise qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Même avec toutes les ressources et les moyens technologiques à notre disposition à l'heure actuelle, et mis à part la question du coût, force est de reconnaître que les spécifications techniques pour la construction de la Grande Pyramide sont au-delà de nos compétences actuelles. Nous savons qu'il y a 3 chambres dans la Grande Pyramide, 2 au-dessous du sol et une en dessous. Pourrait-il y avoir une autre chambre? Et s'il y en a une, que peut-on espérer y trouver? Pourrait-il s'agir de la légendaire chambre des archives, le manuscrit de Khufu? Ou renferme-t-elle, comme d'aucuns l'ont suggéré, la preuve de l'existence de l'Atlantide? Ou qui sait, encore une autre chambre vide? De plus en plus d'experts soutiennent que les grandes pyramides d'Égypte, ainsi qu'un grand nombre d'autres structures de l'Antiquité, ont en réalité été conçues et construites par des extraterrestres. Cela peut sembler farfelu, mais l'idée gagne du terrain. Ces experts y voient la seule explication possible du degré de sophistication technologique requis pour produire un monument aussi remarquable. Il semble logique que si une civilisation capable de faire des voyages interplanétaires existait, elle devrait être tout aussi capable de transporter et placer ses pierres avec une précision mathématique. Est-il possible que la réponse à la question de qui a construit les pyramides puisse se trouver ici, sur la planète Mars? Richard Hoagland n'a pas découvert le visage sur Mars, sur le site de Cydonia, mais il était le principal instigateur d'un collectif formé de scientifiques, d'experts internationaux et de gouvernements qui s'intéressaient de près à l'étude des monuments de la planète Mars. C'est en qualité de scientifique attaché à la mission Viking de la NASA que le Dr Tobias Owen découvrit le premier des monuments de Mars en 1976. Un gigantesque relief, long d'1,5 km en forme de visage humain, a été découvert sur le sol du désert septentrional de Mars. En 1979, 2 analyses d'images engagées par la NASA découvraient qu'il y avait en fait 2 photos du visage, prises selon 2 perspectives différentes par le module spatial Viking. Il y avait aussi une énorme structure pyramidale à proximité, connue sous le nom de pyramide D et M. Leurs conclusions furent très vite écartées par la NASA, qui les a attribuées à une illusion d'optique. Cependant, après des années de débats infructueux, un membre de notre équipe, le Dr Mark Carlotto, a décidé de recourir à un logiciel ultramoderne de traitement d'images en 3 dimensions, qui a révélé qu'il y a de fortes chances que le visage soit en fait une véritable sculpture d'un humanoïde en 3 dimensions, couché sur le sol martien. Ce qui me bouleverse réellement, c'est qu'il est possible que certaines images de Cydonia constituent les preuves formelles d'une relation entre les monuments de Mars et ceux de la Terre, comme les pyramides de Gizeh. Si les conclusions de Hoagland et de son groupe sont exactes, faut-il en conclure que les complexes de Cydonia et de Gizeh en Égypte ont été réalisés par les mêmes bâtisseurs? Bien entendu, cela n'explique pas pourquoi ils auraient fait une telle chose. Étant donné que Mars reste inaccessible pour l'heure, faut-il chercher les réponses à l'intérieur de la Grande Pyramide? Il y a environ 3 ans de ça, un ami qui faisait partie de l'expédition Shore est venu me raconter une histoire vraiment étonnante. Il m'a dit que pendant qu'il était parti filmer sur une autre partie du plateau, son équipe caméra a eu accès à l'intérieur de la pyramide, où on leur a permis de monter jusqu'à une pièce qui se trouve juste au-dessus de la chambre du roi, appelée la chambre Davidson. Dans un coin de la chambre Davidson, il y avait un trou ouvert par Howard Wise, il y a 150 ans. Quand ils s'y sont introduits et qu'ils ont continué vers la droite, ils ont découvert un tout nouveau tunnel longeant le mur de granit de la chambre Davidson. Ce tunnel serait l'endroit idéal pour ouvrir un autre tunnel à un angle de 90 degrés et qui ferait une jonction juste derrière la porte de Gatton Brink. Il y avait un câble d'alimentation qui montait de la grande galerie jusqu'à cette chambre. Ce câble était chaud au toucher. Quand ils sont arrivés à l'étage, dans l'une des chambres au-dessus de la chambre Davidson, ils sont tombés sur un grand nombre de sacs de toile pleins à ras-bord de pierres calcaires qui venaient d'être extraites et qui semblaient provenir du tunnel qu'ils venaient de prendre pour sortir de la chambre Davidson. Autrement dit, il est tout à fait possible de s'introduire secrètement et creuser derrière la porte, tout en restant complètement caché des touristes, des archéologues, des chercheurs, des regards indiscrets et du monde tout entier. Quelqu'un serait-il, en ce moment, en train d'essayer de creuser un tunnel qui déboucherait derrière la fameuse porte de Gatton Brink, sans que personne n'en soit au courant? Une telle éventualité donnerait certainement lieu à controverse, sans parler des implications politiques.
Après avoir entendu le récit de mon ami de l'expédition Shore, il ne me restait plus qu'à vérifier les faits, car après tout, c'est le rôle de la science. Par chance, un autre de mes collègues était sur le point de partir en Égypte. Il avait de très bons contacts, il y avait passé 25 ans. Il a eu accès à la Grande Pyramide et il a pu prendre des photos vraiment étonnantes qui montraient, et ce plusieurs mois après l'expédition Shore, que les sacs de toile se trouvaient désormais à l'étage inférieur. Il y avait en plus un grand sac de toile sur la marche principale au sommet de la Grande Galerie. La Grande Galerie était recouverte d'une poussière blanche comme de la neige, indiquant que quelqu'un s'était servi d'énormes machines pour forer à travers la roche. Il y avait toujours un câble d'alimentation qui montait le long du coin de la Grande Galerie, encore chaud au toucher. Tout semblait indiquer qu'il se passait quelque chose qui n'était pas du tout conforme aux normes de l'archéologie contemporaine, aux vrais protocoles scientifiques, qu'il s'agissait de toute évidence d'une opération clandestine. Nous sommes justement sur le point d'annoncer l'ouverture au public de la deuxième pyramide, ainsi que l'ouverture de 3 tombes. Tout ce que nous découvrons à Gizeh, nous l'annonçons toujours au public. Est-ce que toutes ces activités n'étaient en fait qu'une partie des opérations de nettoyage? Le trésor archéologique que constitue la terre d'Égypte est véritablement exceptionnel. À vrai dire, le mot exceptionnel n'est peut-être pas à la hauteur, mais on devra s'en contenter car aucun terme ne semble réellement approprié. Les spécialistes sont époustouflés par l'extrême précision de l'ouvrage en pierre de la Grande Pyramide, qui couvre une superficie de 6,5 hectares à sa base et s'élève à une hauteur de plus de 137 mètres. On peut clairement voir une évolution au fil des pyramides de l'Ancien Royaume. Elles deviennent de plus en plus complexes, pour finalement en arriver à la pyramide de Khéops, qui est la plus compliquée que nous connaissions. Elle comporte plusieurs caractéristiques uniques. Elle est très différente des autres. Et parmi ces particularités, il y a notamment les conduits sur lesquels nous avons mené des recherches. Ces conduits ont été construits au prix d'énormes efforts. Ils n'ont pas simplement été forés à travers la pyramide. Ils ont été construits bloc par bloc à chaque étape de la construction. Les conduits ne font pas plus de 20 cm sur 20 et ont une longueur de 50 mètres et nous ignorons toujours leur fonction. En mars 1993, Gantham Brick a démontré que le conduit sud remonte vers le haut et se trouve bloqué par une plaque finement travaillée de roches calcaires. Les conduits de la pyramide de Khéops présentent eux aussi une infinité de contradictions et d'énigmes et conduisent systématiquement à une plaque identique de roches calcaires polies. Le gouvernement égyptien semble peu enclin à dévoiler au grand jour ce qui pourrait s'avérer être le dernier grand mystère de la pyramide de Khufu. Le robot pourrait toutefois nous aider à découvrir s'il y a vraiment une autre pièce derrière la porte. Voici une reproduction fidèle de la plaque de calcaire poli. En nous servant du robot, on pourrait introduire 2 gaines capillaires dans une des cavités de la plaque. Ensuite, il suffirait d'injecter un gaz pour mesurer la concentration. S'il y a effectivement une cavité derrière la porte, le gaz finirait par y rester bloqué. Et de cette façon, on pourrait mesurer la concentration de gaz et en déduire le volume de la cavité. En mesurant le volume de gaz, on pourrait déterminer le volume de la cavité derrière la plaque de pierre, qu'il soit de quelques centimètres cubes, juste assez grand pour contenir un parchemin, ou même de plusieurs mètres cubes, suffisamment grand pour contenir une petite bibliothèque. En 1993, le docteur Hawass, dans une interview, ne cachait pas son enthousiasme. La découverte de la porte avec les 2 poignées de cuivre constitue, à mon opinion, la découverte de l'année 1993 en Égypte. Le robot est entré et soudain, il s'est retrouvé face à une porte. La largeur de cette porte est celle d'une boîte à chaussures, environ 20 cm sur 20. Et sur cette porte, on peut voir 2 poignées de cuivre, ce qui signifie qu'il y a quelque chose derrière la porte. Mais la question est de savoir si ces 2 poignées sont juste des poignées, ou alors la partie visible d'un autre mécanisme plus complexe. Voici une reproduction de la plaque de calcaire poli. C'est une reproduction exacte, autrement dit 20 cm sur 20. Nous ignorons encore l'épaisseur exacte de la plaque. Ceci dit, elle ne doit pas être beaucoup plus grosse, car les anciens Égyptiens y ont foré 2 trous et ensuite introduit un crampon de cuivre de l'autre côté, dont ils ont rabattu les extrémités. Donc, nous ne voyons que la partie postérieure de la dalle. Et la face principale se trouve probablement de l'autre côté.
Il est très facile de le vérifier en appliquant un courant électrique de ce côté. Et si les mesures indiquent qu'il arrive de l'autre côté, cela signifierait que la partie fonctionnelle de la dalle se trouve de l'autre côté. Et si c'était vrai, cela n'ajouterait-il pas plus de poids à l'hypothèse qu'il y a effectivement quelque chose derrière la porte? Que pourrait vraiment cacher cette porte? Des trésors du temps de Khéops? Des papyrus qui peuvent beaucoup nous apprendre sur la signification religieuse de la construction de la pyramide? Ou qui sait peut-être un indice sur la religion de l'Égypte antique? Cacherait-elle une chose mystérieuse du domaine du spirituel que les gens évoquent à propos de ces connexions en rapport avec la Terre et les étoiles ou des choses comme ça? La réponse, nous sommes sur le point de la découvrir très bientôt lorsque nous verrons ce que le robot a trouvé. Ce que nous trouverons derrière la soi-disant porte est un trésor. Et il y aura un trésor. Du moins, il y aura un trésor de connaissance et de compréhension. Et c'est en cela que consiste la science. La vraie question reste alors à savoir si le gouvernement égyptien autorisera la continuation des travaux. Ou le travail a-t-il d'ores et déjà été fait sans que personne ne soit au courant? Le docteur Hawass est effectivement beaucoup moins enthousiaste aujourd'hui qu'il ne l'était en 1993. Il n'y a rien du tout derrière. Je pense qu'il s'agit seulement d'une de ces pierres dont les Égyptiens se servaient pour polir la paroi du conduit. Et lorsqu'ils ont abandonné la chambre funéraire inachevée, ils ont laissé la pierre dedans. Si la pyramide a été conçue ou est destinée à servir de capsule temporelle pour protéger des informations importantes jusqu'au jour où une civilisation technologiquement avancée sera capable d'en ouvrir la porte, alors ce qu'elle renferme pourra nous donner la raison d'être de la pyramide. Il y a plein de raisons qui empêchent la porte d'être ouverte, mais aucune n'est scientifique. Je pense qu'il est possible qu'on en apprenne plus dans la prochaine génération. Je ne pense pas que cela changera rapidement. Quelle qu'en soit la raison, la porte demeure fermée, ainsi que la connaissance du trésor caché. Alexandre le Grand est resté bouche bée devant les pyramides, tandis que ses généraux disputaient de leur origine possible. Marc-Antoine et les légions romaines ont été confondus par leur grandeur. Napoléon a dépêché une armée de savants et de scientifiques pour sonder le mystère. Pendant plus de 200 ans, des archéologues venus des quatre coins du monde ont tenté de dévoiler le secret de leur construction et de leur raison d'être. Nous reste-t-il à découvrir les clés du mystère encore plus profond, cachées derrière cette plaque de roches calcaires polies ou enfouies sous le sable du désert égyptien? Les réponses vont-elles nous éclairer sur la véritable origine des pyramides? Ou nous proposer un nouveau regard sur l'histoire de l'humanité? Nous ne le savons pas.